Madame la présidente du campus francophone, cher Claude, d'abord merci beaucoup pour les mots que vous venez de prononcer et qui me vont droit au cœur. Mesdames et messieurs, chers amis qui nous écoutez ici ou depuis chez vous, voilà, comme l'an dernier, c'est un plaisir et un honneur d'ouvrir votre cycle de conférences, cher Claude. Et comme l'an dernier, je m'exprimerai dans cette enceinte universitaire à titre strictement personnel. Justice difficile, justice impossible. Ce très beau thème, que vous avez donc retenu cette année, peut s'entendre de deux façons différentes. D'abord, comme un sujet de philosophie du droit. Justice impossible résonne alors comme notre quête universelle et sans fin d'un monde plus juste. Sans fin, car jamais personne nulle part ne dira que le monde est devenu entièrement juste. Et justice difficile renvoie en conséquence à un inévitable compromis face au désir infini de justice. Le droit, l'existence nécessaire des lois qui, adaptées aux circonstances, ne seront jamais assez justes, paraîtront toujours bancales ou limitées et se trouveront finalement ignorées ou renversées par la demande insatiable de justice. Bref, la justice étant à la fois une institution et une valeur, on sait depuis la nuit des temps que rendre la justice est un exercice difficile, participant d'une marche vers l'horizon impossible à atteindre d'un monde devenu enfin juste. Mais nous pouvons aussi entendre le thème de cette année de façon différente, celle d'une justice chaque jour plus difficile à rendre, du fait des évolutions d'un monde devenu particulièrement complexe. Et la question devient alors, qu'est-ce qui, dans notre modernité, voire notre hypermodernité occidentale, rend non seulement difficile, mais parfois carrément impossible, l'exercice même de la justice. Et comme nous sommes chez vous dans cette université de tous les savoirs, je propose de relever le défi d'approfondir simultanément les deux approches, tournées vers la philosophie et vers la modernité, afin de donner à notre sujet toute sa profondeur. Commençons par une constatation d'évidence. Dans notre monde, bouleversé par les crises successives, les inégalités croissantes et les pertes de repères, le sentiment d'injustice progresse partout, ce qui se traduit par d'innombrables manifestations de frustration et de revendication. D'abord, nous payons cher les craquements chaotiques d'un monde en mutation. La globalisation se faisant par le marché et non par le droit, bien, elle engendre des inégalités économiques colossales et elle entraîne, de la part de ceux qui s'en trouvent exclus, volontairement ou non, des réactions de rejet qui vont du simple repli identitaire ou communautaire jusqu'aux expressions les plus violentes de la révolte. Ensuite, l'hypervalorisation forcenée de l'individu par rapport au collectif défie le fondement même de la démocratie, la mise en œuvre de la loi de la majorité assortie de la protection de la minorité. Nos sociétés qui tentent de concilier compassion, empathie et narcissisme exacerbé oublient que l'injustice n'a pas de réalité du seul fait de la plainte du frustré qui dénonce une injustice. D'où d'ailleurs par réaction le ressentiment de majorité silencieuse devant les déchirures sociétales créées par les excès d'un droit à la différence octroyé à des groupes souvent ultra-minoritaires au nom d'un progressisme autoproclamé. De même, le bon sens économique considère-t-il avec une défiance justifiée le passage vécu comme abusif du droit de au droit à. Par exemple, du droit de se loger au droit à un logement, du droit de travailler au droit à un travail, etc. Et peut-être un jour, le droit à un revenu à vie. Enfin, la transparence accrue de la vie publique renforce la conviction que les puissants échappent aux innombrables contraintes de Monsieur Tout-le-Monde, qu'ils ne subissent pas les effets des crises, contournent largement leurs obligations de contribution par l'impôt,
et que la délinquance économique en col blanc dont ils sont les principaux auteurs échappe aux foudres de la justice. Et c'est ainsi qu'un sentiment profond d'injustice fait naître, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, cette colère contre les inégalités, les abandons, les formes multiples de mépris, accompagnées au demeurant de violences et de saccages condamnables, et ce qui a placé l'État et notre modèle de société sur la sellette. En période de crise, le désir de justice recouvre une attente des citoyens vis-à-vis de leurs gouvernants, qu'ils les protègent sur un pied d'égalité. Si ce n'est que le champ de cette protection s'est considérablement étendu depuis une trentaine d'années. Au-delà de sa sécurité personnelle, le citoyen considère qu'il a droit aujourd'hui aussi à sa sécurité sanitaire, Covid oblige, à sa sécurité alimentaire, économique, environnementale et bien sûr à sa sécurité politique. Mais alors que la demande de sécurité augmente, les capacités de l'État à y répondre diminuent. Parce que celui-ci a perdu beaucoup de ses attributions régaliennes. Il a en particulier de plus en plus délégué à d'autres l'élaboration des lois, à Bruxelles notamment. Il a abaissé dangereusement les frontières. Il a laissé s'effriter la citoyenneté et l'allégeance prioritaire à la nation et abandonné des territoires de la République. Et du fait de ces faiblesses qui sont devenues structurelles, l'État ne parvient plus à répondre aux crises qu'en édictant, d'une part, de nouvelles normes dont la finalité et la cohérence échappent souvent à la compréhension du plus grand nombre, et d'autre part, des dispositifs d'exception qui se traduisent toujours, peu ou prou, par une atteinte aux libertés publiques, dans un contexte où chaque citoyen tend à être considéré comme un suspect potentiel. Alors forcément, l'institution judiciaire, dont le prestige et la force ne sont que le reflet de ceux de l'État, eh bien, elle subit le même discrédit que celui-ci, quand on ne l'accuse pas de surcroît d'un comportement non exemplaire. Et la voilà donc accusée de trois faiblesses. D'abord, de ne pas répondre de façon adéquate à une demande d'ordre d'autant plus forte que le pays traverse plusieurs crises simultanément. Alors on pense bien sûr au terrorisme et au vif débat sur l'équilibre à trouver entre sécurité et liberté. On pense aussi à l'exaspération de la population devant ces individus relâchés en fin de peine alors qu'ils sont encore dangereux, ou bien encore au désenchantement des policiers qui voient vite ressortir libres des délinquants et criminels qu'ils ont mis longtemps à attraper. On reproche ensuite au système judiciaire d'être en décalage par rapport à l'évolution du monde et à la réalité de nos sociétés. Il est sûr que, par exemple, les évolutions technologiques sont si rapides que le droit court après la technologie. C'est vrai à l'évidence dans le cyberespace, encore mal régulé, où, selon l'expression consacrée, Internet rapproche le criminel de sa cible et l'éloigne de son juge. C'est vrai dans la finance déterritorialisée, comme aussi, tout le monde en a entendu parler, des manipulations de masse menées parfois depuis l'étranger sur les élections par le biais du big data et des réseaux sociaux. Et désormais aussi des vols de propriété intellectuelle par le hacking à distance, l'utilisation des imprimantes 3D ou bien les utilisations frauduleuses des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Puis demain, la génomique et l'intelligence artificielle s'attacheront à modifier l'être humain lui-même de façon sans doute difficilement contrôlable. Et puis enfin, on reproche aux juges d'être largement démunis face aux criminels transnationaux et trafiquants divers qui utilisent les lacunes du droit international et les différences de législation entre les pays pour agir. Et pour trouver refuge dans des pays plus accueillants que d'autres où ils se sentiront à l'abri. Exemple d'actualité, la difficulté d'édicter et surtout de faire respecter des règles environnementales communes, bien cela ouvre des opportunités formidables aux criminels. Cela va de la gestion des déchets urbains aux poubelles nucléaires, des trafics d'espèces rares au trucage des quotas de pêche, de la déforestation abusive à la mise en dépendance de populations par les OGM, de la manipulation financière sur les quotas carbone à celle sur le cours boursier des terres rares, etc.
Ce n'est pas le lieu de décrire ici un catalogue de mesures à prendre pour améliorer une situation dont on voit combien elle est devenue difficile. Mais permettez-moi de rappeler quelques principes, à mon avis essentiels, valant ligne d'action. D'abord, la nécessité absolue, pour se charger de faire respecter la loi, de ne pas transiger sur leurs obligations. Alors, ça peut paraître un truisme, mais il faut rappeler, par exemple, que la dégradation sécuritaire en France tient largement au non-respect de la règle en vue d'acheter localement la paix sociale via d'innombrables petits accommodements et entorses à la loi, décidés sur le terrain par les élus, les policiers, les juges d'application des peines, etc. Ensuite, le respect du juge et de l'institution judiciaire. Alors, la mise en cause de l'autorité judiciaire, elle est dégradante lorsqu'elle est le fait de voyous incultes, mais elle devient dangereuse lorsqu'elle est le fait de responsables politiques, populistes ou non. Cela vaut dans chaque pays, mais aussi pour les grandes instances judiciaires internationales qui sont parfois critiquées et dévalorisées sans vergogne. Je pense notamment à la Cour pénale internationale, emblématique d'une démarche cherchant à faire prévaloir le droit sur la force, dans un monde qui, oublieux des leçons des guerres du XXe siècle, semble régresser vers un retour d'une prévalence de la force sur le droit. Enfin, il y faut des moyens. Or, non seulement pour éviter nombre de dysfonctionnements, de retards et de surcharge de travail identifiés chez nous depuis longtemps, mais aussi et peut-être surtout parce que l'adaptation du système pénitentiaire à de nouvelles populations carcérales est désormais une urgence, tant la prison est devenue, en quelques années, un incubateur de la radicalisation, en particulier de l'islamisme violent. Et à ne pas suivre ces règles simples, et quelques autres que nous n'aurons pas le temps d'évoquer, comme le secret de l'instruction, si contourné aujourd'hui, eh bien, nous courons un danger essentiel, celui d'empêcher la justice de remplir son rôle. Mais quel est ce rôle aujourd'hui? La France étant un pays syncrétique, d'héritage judéo-chrétien et gréco-latin, sa conception du fonctionnement de la justice reflète profondément ses apports civilisationnels. Et à l'image de l'honnête homme des Lumières, nous pouvons tous revendiquer d'être des enfants d'Athènes, de Rome et de Jérusalem, je veux dire des enfants de la raison, du droit et de la transcendance monothéiste. Si j'évoque la transcendance, c'est que depuis toujours, le désir de justice relève de l'essence même de l'humain et apparaît constitutif d'un monde authentiquement religieux, c'est-à-dire relié. Mais je l'évoque aussi parce que l'histoire a montré et montre toujours la limite de la compréhension de l'homme devant la souffrance qui peut lui être infligée. Hannah Arendt écrit ainsi à propos de la Shoah et des crimes contre l'humanité: « Tout ce que nous savons, c'est que nous ne pouvons ni punir ni pardonner ces crimes et que par conséquent, ils transcendent le domaine des affaires humaines et la capacité du pouvoir humain, qu'ils détruisent tous deux radicalement partout où ils se produisent. » Ce qui fera dire aussi à Elie Wiesel vers la fin de sa vie: « Soit Dieu a un sens historique et je ne lui pardonne pas la Shoah, soit Dieu n'a pas de sens historique et il ne m'intéresse pas. » Mais nous, il nous faut bien continuer à vivre dans le quotidien de notre humaine condition et nos mythes fondateurs reçus en héritage. En ce sens, j'emprunte à mon ami philosophe Gérard Rabinovitch, qui est avec nous ce soir, l'idée que dans la tradition juive, la figure en majesté, la figure emblématique et sublime, c'est celle du juste, alors que dans la tradition chrétienne, c'est celle du saint, et dans la tradition mahométane, celle du martyr. Le juste, le saint, le martyr. Et de fait, la justice est le signifiant maître du judaïsme, à laquelle la tradition juive assigne un rôle magnifique, quoique évidemment hors de portée, la réparation du monde, le tikkun olam. L'homme commet des actes contraires aux lois et qui, selon le livre,
doivent être réparés à proportion des dommages causés pour rétablir l'équilibre d'un ordre du monde relevant de la volonté de Dieu. Et c'est parce que rien, même la loi divine, ne peut parvenir à abolir l'imperfection radicale de l'homme, que l'aspiration à la justice se traduit d'abord par cette obligation de réparation. J'aime la coïncidence d'ailleurs qui fait que c'est aujourd'hui en France le lancement de la campagne nationale de la Tzedaka et cette forme de solidarité envers les plus démunis et qui est associée dans le judaïsme à la juste réparation. Et donc, la justice comme valeur bute ainsi sur l'impossibilité d'empêcher le crime de se produire et les lois impuissantes à changer la nature de l'homme sont condamnées, elles aussi, à l'imperfection. À ce titre, elles peuvent toujours être remises en question et, si vous me le permettez, j'irai jusqu'à dire que les tables de la loi ne valent que parce qu'elles ont été brisées. C'est cette brisure qui permet à la mystique juive d'être sans cesse remise en perspective, d'être considérée non comme un dogme, mais comme une philosophie, et sans doute au peuple juif d'être reconnu comme le peuple du débat. Alors, pour faire la transition vers l'hommage à cet homme exceptionnel, cette figure emblématique qu'est Robert Badinter, rendons à nouveau à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En rappelant que pour celui qui cherche la figure du légal, tous les chemins mènent à Rome, mais que pour celui qui cherche la figure du juste, tous les chemins mènent à Jérusalem, c'est-à-dire à la profondeur atemporelle du judaïsme. Voilà, quelques réflexions personnelles en ouverture de ce cycle de conférences auquel, ma chère Claude, je souhaite plein succès. Je suis sûr qu'il sera, comme toujours dans ce campus francophone, très riche d'intéressants et de fructueux débats. Merci.